de je ne sais quel nirvana, on voit bien les dégâts du fanatisme. Et justement, vous avez été procureur, vous avez vu des choses que personne d'autre n'a vues et eu à juger. Dernièrement, on voit on ne sait pas quoi faire des familles de Daesh qui sont aujourd'hui en Syrie. Se passe un truc incroyable. On est là à se demander, ces pauvres gens, mais qu'allons-nous en faire? Justement, qu'est-ce qu'on va en faire, à votre avis? Oh, c'est un dossier où je suis bien prudent et j'admire les gens qui, au fond d'un café du commerce, Voilà. donnent des solutions. Vous savez, j'ai souvent vu en matière de justice des gens qui, à la table d'un café, ont de grands discours et quand ils sont devant un dossier donné, une personne donnée et qu'il faut prendre une décision, ils sont beaucoup moins sûrs d'eux. C'est pour ça, Monsieur Vieux, que je vous pose. C'est une affaire extrêmement délicate. Il y a ceux qui sont partis volontairement là-bas et qui doivent en assumer les conséquences. Puis il y a les enfants. Quand je vois qu'il y a des gamins de 5, 6, 2 ans, eux, ils n'y sont pour rien. Donc, il faut véritablement aller au secours de ces enfants. Quant à ceux qui ont opté pour entrer dans le terrorisme, il faut qu'ils rendent des comptes à la justice. Ce n'est pas un acte de vengeance que l'on réclame, mais comme pour les victimes du procès Barbie, c'est un acte de justice plein et entier. Et ça, nous le devons. Nous le devons aux victimes, notamment aux victimes des attentats. Et ça, c'est sûr, parce que nous sommes une démocratie. Nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans un état de droit, et c'est par un acte de justice au sens plein du terme que l'on peut répondre aux exactions les plus extrêmes. Est-ce que vous pensez que la loi est suffisamment dure pour définir ce que sont les actes antisémites et racistes aujourd'hui? Oh ben la loi, elle est claire maintenant. Je crois qu'elle est très claire. Ceux qui estiment qu'ils n'ont pas les moyens de réprimer se réfugient derrière de belles argumentations. Si on veut appliquer la loi telle qu'elle existe, avec des peines d'emprisonnement, avec des prescriptions particulières au niveau de la durée de l'engagement de l'action publique, on peut. S'il y a une véritable volonté de réprimer les actes d'intolérance, et au premier rang desquels, bien sûr, les actes antisémites, on a la possibilité de le faire. Est-ce que les magistrats sont préparés à ce type de dossier? Bien, je dirais de plus en plus, parce que pendant longtemps, cet aspect des choses était enseigné comme une autre infraction pénale au sein de l'école de la magistrature. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la notion, par exemple, de crime contre l'humanité est quelque chose qui fait l'objet d'un enseignement particulier dans le cadre de la formation continue des magistrats. J'interviens chaque année, du reste au cours de cette session qui dure une semaine à Paris, et où justement on fait prendre la mesure de l'ampleur de ce phénomène. Il y a aujourd'hui un pôle de répression du crime contre l'humanité spécifiquement installé au parquet de Paris qui réunit, qui centralise l'ensemble de ces infractions. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Et puis je rappellerai que notre cour d'appel de Lyon, il y a maintenant près de 20 années, a mis en place un pôle de suivi des infractions antisémites et anti-musulmanes l'année suivante, qui voit 2 fois par an se réunir l'ensemble des procureurs de la République avec les représentants des communautés intéressées, dont le président du CRIF, et qui voit quoi? L'inventaire de tous les faits antisémites qui sont remontés au sein de la communauté et sa comparaison avec les faits qui sont remontés à la connaissance des procureurs de la République. Car le gros problème, c'est la remontée des infractions qui, malheureusement, n'est pas totale. Et il faut encourager les victimes à déposer plainte. Et puis la communauté est en droit de savoir, est en droit de connaître la suite que la justice a réservée à ce genre d'infraction. Et ça, c'est très important. Jean-Olivier, oui, View, donc vous nous dites que tous les outils sont là. Excusez-moi ce bafouillage. Je voulais vous poser une autre question sur l'affaire du voile. On en parlait hors antenne. Vous êtes un homme de la loi, un homme du droit. Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs, aux auditrices sur cette affaire de maman voilée, accompagnant enfant? Je suis toujours très précautionneux de ne pas ajouter ma voix au grand tintamarre que l'on entend actuellement. Et je ne veux surtout pas critiquer les juridictions administratives, je ne pense pas être un donneur de leçons. D'abord, j'ai une conviction totale, il faut qu'il y ait en France une liberté totale d'aller et de venir, vêtue comme on le souhaite, dès lors que ça ne porte pas atteinte à la pudeur ou à la sensibilité d'autrui. Donc en France, quiconque doit pouvoir circuler librement avec une kippa, avec une croix, avec un voile islamique, il n'y a absolument aucun problème. Ce qui m'a un peu étonné, c'est que le Conseil d'État a estimé que les parents qui accompagnent des enfants lors de manifestations en dehors de la classe
n'étaient pas des collaborateurs occasionnels et bénévoles du service public, et en foi de quoi n'étaient pas soumis à la loi, qui est très claire, c'est-à-dire que dans le cadre du service public, le voile est proscrit. Je regrette cette décision du Conseil d'État, je ne veux pas m'ériger en censeur, car si le Conseil d'État avait simplement dit que ces parents-là étaient des collaborateurs du service public, on n'en serait pas dans cette discussion d'aujourd'hui qui me désole et qui malheureusement nourrit ce climat d'intransigeance que nous avons évoqué.